Et première chronique, mon cher Dal, tu ouvres le bal. Et toi, explique-nous, c'est écrit, hein, vous savez lire, mais quel va être le thème de tes chroniques à travers, quand tu viendras, je dirais à travers les semaines, il ne sera pas là chaque semaine, mais quand tu viendras, qu'est-ce que tu nous présenteras de manière générale? Alors effectivement, à chaque fois que je viendrai, je vais vous parler un petit peu de donc ce qu'on appelle le neuvième art en règle générale, donc tout l'art graphique de type bande dessinée, mais ça va être du coup manga, comics, roman graphique, enfin toutes les dérives possibles autour de la bande dessinée, ce qui est réuni sous le terme donc du neuvième art, et je vais essayer de vous présenter, eh bien à chaque fois une œuvre en particulier, généralement un coup de cœur, parfois je vous ferai peut-être un coup de gueule aussi, voilà, C'est ou de une la grosse merde. déception, on D'accord. sait jamais quand même, ça arrivera peut-être. Et puis on terminera sur à chaque fois un petit peu de news dans le milieu. Voilà, on parlera un petit peu soit du milieu en règle générale, soit on parlera des sorties récentes, ce genre de choses. Voilà. Et Ok. donc pour cette première chronique, j'ai choisi, je vous le montre d'ailleurs parce que je l'ai en direct, juste sous la main du coup. Je sais pas si on le voit très très bien à la cam. Mais Carbone et Silicium, un roman graphique de 272 pages, c'est Ah une belle bête oui, hein, ah quand même. oui. Voilà. Donc on est sur une édition par Label 19, c'est très très beau avec à chaque fois tranche reliée, on est vraiment sur un travail très propre de ce côté-là. C'est une œuvre de Mathieu Bablé, donc un nom qui résonne peut-être aux oreilles des amateurs de bande dessinée, puisque c'est celui qui nous a offert l'exceptionnel Shangri-La il y a quelques temps de ça. Il lui aura fallu 4 ans pour pouvoir arriver à nous concocter du coup le roman graphique qu'est Carbone et Silicium. Donc c'est pas forcément un auteur qui va sortir voilà, des BD tous les ans non plus, mais quand il les sort, c'est quand même quelque chose. Shangri-La était déjà un très gros coup de cœur, a gagné énormément de prix, a reçu des critiques unanimement positives, et Carbone et Silicium était exactement dans la même veine. On est sur une œuvre fantastique, j'ai adoré de bout en bout. Alors pour vous présenter un petit peu rapidement du coup ce joli pavé. Attends, juste une Euh, question en oui, introduction, la différence exacte Toki. entre bande dessinée Et roman et graphique. roman graphique. Un roman graphique, c'est un seul et unique tome, toujours, avec une histoire finie qui n'aura ni suite, ni préquel, ni rien, généralement. Parfois, l'auteur va décider de retravailler un petit peu autour de l'univers, mais enfin, l'idée c'est que, voilà, c'est une œuvre individualisée. Et après, la définition est un petit peu plus lâche en fonction de comment c'est. Donc le roman graphique à l'origine, c'est vraiment ce qui va mêler des pages presque romancées avec des graphismes incorporés. Donc on peut aller du roman qui a quelques illustrations, une page sur deux ou une page sur quatre. On peut aller aussi dans des romans uniquement graphiques, c'est-à-dire qu'il n'y a plus du tout de bulles ni de texte. Je vous en présenterai quelques-unes des œuvres comme ça parce que c'est très atypique, c'est assez intéressant à voir aussi. Et puis après, tu peux avoir carrément des bandes dessinées, mais qui sont dites romans graphiques, puisqu'elles vont faire la part belle à la narration, et elles se situent en un seul et unique tome. D'accord, D'accord. Voilà. très bien. Et alors, Euh, je te oui. laisse continuer. Ce que tu peux nous dire sans tout spoiler, j'imagine. Ah bah bien sûr, je vais sûrement pas vous spoiler l'histoire. Donc rapidement, le petit synopsis quand même, on est dans un futur très très proche, vous imaginez pas un truc hyper lointain, genre très SF, voilà, on n'a pas des vaisseaux, des trucs comme ça, hein, c'est un futur très proche. Et une société toute bête, japonaise, va créer des IA capables d'émotion donc et d'apprendre. Je vous disais qu'on rejoignait directement le sujet de tout à l'heure. Au début, pour accompagner et aider les personnes âgées, puisque la population est vieillissante, hein, comme souvent dans les futurs proches, ça semble assez logique. Les deux prototypes sont donc nommés Carbone et Silicium. Ce sont les deux prototypes de ces IA. Alors, pour que vous compreniez bien la suite de l'affaire, c'est que l'équipe de scientifiques qui est derrière tout ça, vous la prenez dès les premières pages, n'a pas du tout de visée commerciale. En fait, ils ont juste envie de développer les intelligences artificielles et de les rendre capables d'émotion et d'apprentissage. Et en fait, ils ont besoin d'une levée de fonds, et la levée de fonds se trouve être cette fameuse société. Donc, ils sont embauchés par la société et très contraints par elle. Mais en réalité, l'équipe scientifique a une vraie amour pour les deux IA et développe même des sentiments très très forts pour Carbone et Silicium. Ce qui rend le personnage, notamment de la scientifique principale, hyper intéressant. Donc on a un synopsis qui est basique, si vous connaissez le genre, hein, voilà. On est sur un synopsis qui a été maintes fois répété. Donc pourquoi Mathieu Bablé arrive de faire de Carbone et Silicium un véritable chef-d'œuvre? Son tour de force, c'est dans le traitement du genre. Il arrive à revisiter complètement le genre de manière hyper intéressante. On retrouve évidemment les thématiques les plus classiques, hein, donc on est sur des IA douées de personnalité qui vont avoir des problématiques qui entraînent leur humanité, on en parlait un petit peu plus tôt dans les news, ça c'est des choses qu'on va retrouver dans l'œuvre, mais qui ne sont pas ici au centre de l'œuvre. On n'est pas dans un Ghost in the Shell par exemple, du tout.
Donc, même si l'auteur va pas se cacher qu'il va avoir ces références-là, donc évidemment Asimov, Blade Runner, enfin tout Android Asimov Electric Sheep, le roman, sinon Ghost in the Shell, même AI de Steven Spielberg qui cite en référence, il va se situer sur une toute autre face de l'œuvre, pas du tout anthropocentrique, mais on va se situer sur une œuvre qui est centrée sur les deux robots et leur aventure à eux, comment ils vont voir le monde. Et c'est là où ça devient passionnant. C'est qu'en fait, les deux robots sont des spectateurs externalisés de l'humanité. Et d'une humanité très actuelle. Ce qui va permettre à l'auteur d'aborder énormément de thématiques et également de critiquer massivement notre société et notre façon de vivre actuelle. Parce que Carbone et Silicium est une œuvre collapsologique. Donc on est clairement dans ce qui mène à un désastre. Et on est un peu dans ce que je disais, de c'est-à-dire les IA qui commencent à réfléchir, qui échangent entre elles et qui se disent mais quand même les humains ils sont bizarres, non? Alors tu crois pas si bien dire, puisque l'image que tu affiches, qui est la 3e je crois, ou quelque chose comme ça, actuellement en vue, qui est la 4e pardon, et bien c'est le moment où elle va connecter les deux IA, la scientifique en chef, pour qu'ils échangent pour la première fois. Et très rapidement, elle va se rendre compte que comme ils peuvent échanger des quantités de données bien plus que ce que la parole est capable de transmettre, ils vont apprendre l'un de l'autre et imaginer des scénarios à vitesse exponentielle par rapport à l'être humain. Donc elles sont également capables d'une communication que l'être humain n'est pas du tout capable d'envisager. Et donc elles vont développer des sentiments, tout simplement, et également une réflexion sur l'humanité à une vitesse accélérée par rapport à ce qu'un être humain est capable de faire. Donc il va vraiment étudier tout ça dans l'œuvre, avec le côté accéléré des robots qui sont capables d'échanger et d'apprendre plus vite que nous, mais également qui ont une durée de vie qui n'est pas limitée sur le papier. Alors bien évidemment, vous apprenez dès les premières pages que leur durée de vie est limitée à 15 ans, et ça va être une des grosses thématiques également du récit. Mais avec cette durée de vie allongée, sinon potentiellement infinie, les robots deviennent littéralement, et je prends les mots de l'auteur, les témoins de l'effondrement du monde. C'est comme ça qu'il le définit. Et donc ils vont regarder de loin l'humanité tomber d'elle-même, en réalité. Donc on change un petit peu du consumérisme qu'il y avait dans Shangri-La, qui était la thématique initiale de sa première œuvre, et on se décale un petit peu, mais on trouve ici un récit qui va renouveler le genre de manière hyper intéressante. En plus, il est traité avec de nombreuses ellipses, puisqu'il s'étale sur une période de temps hyper importante, et les ellipses sont parfaitement maîtrisées, ça donne un rythme très très haché, qui peut être un peu perturbant, mais qui arrive en fait tout le temps à recapter l'attention du lecteur sur le prochain chapitre. C'est hyper intéressant. On a les deux personnages, donc Carbone et Silicium, qui sont littéralement deux faux jumeaux. Est-ce qu'on trouve plus humain que deux faux jumeaux, finalement? C'est... Dès le début de l'œuvre, il y a une certaine humanité qui se détache très rapidement dans les deux IA, presque plus humaine que la plupart des humains qu'on rencontre d'ailleurs dans l'œuvre, ce qui est assez marrant. Et si elles sont élevées de la même façon, en milieu neutre d'ailleurs, secret industriel, tout ça, très gardé, en fait, dès qu'elles vont avoir accès au monde extérieur, et quand elles vont se confronter à l'humanité, déjà elles vont trouver de la beauté là où l'humain n'est plus capable de le voir. Et ça c'est assez intéressant, puisque dans des choses minimalistes, elles se posent la première fois par exemple dans une gare, ou dans un aéroport, je sais plus, et elles observent la diversité humaine qui grouille autour d'elles. Donc elles apprennent de choses que l'humain n'a plus l'habitude de regarder. Et elles vont par contre trouver deux voies différentes. Vous verrez, je peux pas spoiler l'œuvre, mais Carbone va être beaucoup plus dans l'unification, le détachement au corps. Silicium va être beaucoup plus dans une certaine foi encore en l'humanité et dans la beauté de ce qu'elle peut trouver dans l'humanité. Et du coup, ça va être un personnage qui est plus dans le nomadisme terrestre. On est vraiment sur deux perceptions très différentes, et les IA vont aller jusqu'à se confronter sur leur perception, même si il n'y a pas vraiment confrontation physique, hein, c'est pas une guerre d'IA, c'est plus deux philosophies différentes. Et tu parlais de collapsologie, j'ai une image là d'une ville, on dirait Marseille au bout de 3 ans de grève des éboueurs. Tout à fait. Mais j'ai pris celle-là au hasard, évidemment il y en a beaucoup dans l'œuvre, on voit bien l'effondrement de l'humanité à travers certaines choses. Et même visuellement, au niveau des couleurs, je pense que c'est assez sableux. Le côté jaune, ça représente bien le côté un peu désertique, côté peu fin du monde, quoi. Et je vais essayer de vous en montrer une autre d'ailleurs en direct, du coup, par exemple ici avec la montée des eaux. Bien. Voilà, il y a beaucoup de fin du monde dans la teinte, dans les choix de couleurs, et puis on voit la montée des eaux associée aux décharges que ramènent du coup les eaux qui sont extrêmement polluées. Donc voilà, la collapsologie est très très représentée.
Il en profite pour réattaquer tous les thèmes qui lui sont chers, hein, donc l'environnement, le consumérisme, tout ça qu'il a déjà un peu évoqué dans Shangri-La, et qui sont vraiment chers à l'auteur. Et même s'il essaye de s'en détacher, globalement, ça retransparaît également largement dans l'œuvre. Hein, très clairement, on sent que ça lui tient à cœur. Hein. C'est un peu le but. Donc voilà, c'est très très beau. Alors, vu qu'on est en train de parler graphisme, je pense que à travers les images que vous voyez, c'est un petit peu particulier. L'ambiance graphique, on accroche ou on n'accroche pas au style de Bablé. Ça, je comprends qu'il y a des gens qui ont du mal. Par contre, quand vous avez vu Shangri-La, eh bien, ça évolue clairement par rapport à Shangri-La. Il a encore travaillé sa patte, qui était déjà très très belle. L'ancrage, notamment, est beaucoup plus réussi. Alors, il faut savoir que Mathieu Bablé est scénariste, dessinateur, encreur et coloriste. Hein. Ah oui, c'est j'allais demander, il fait tout. Il met, voilà. Il met 5 ans à sortir son bouquin, non? Oui, c'est ça. 4 ans à peu près par œuvre. Entre 4 et 5 ans par œuvre. Ah, donc ça se comprend. Il est tout seul. Mais au moins, il arrive à faire une belle liaison. Je dis pas que c'est pas le cas quand des gens dissocient le travail. Mais au moins, il sait. Ça me fait penser un peu à Alexandre Astier, le côté de tout faire. Comme ça, t'es très... tout ce que tu fais a vraiment un lien. Tu sais que ton dessin, les couleurs que tu vas choisir, c'est bien en lien avec le scénario que tu vas avoir écrit. C'est toi qui as tout fait, quoi. Oui, on parlait des tons un peu pareil, dorés là, un peu poussière. Tout ça, tu peux trouver des coloristes qui sont bien dans l'esprit, etc. Mais effectivement, si tu le fais toi-même, c'est exactement ce que tu veux et ce que tu avais imaginé. C'est vrai que c'est très joli. Hein. On est en train de voir une planche là. Ah, c'est très très joli, hein. Notamment dans les paysages, mais dans les. Alors en plus, il y a toute une évolution, hein, puisque à vous de découvrir l'œuvre, hein, mais je vais prendre une ou deux pages, mais vous avez une véritable évolution dans la patte graphique et dans le monde numérique, notamment la façon dont il est représenté. Au début, on va être sur quelque chose de très très mécanique. Je sais pas si je peux vous le montrer comme ça. On est sur beaucoup de câblage, des visages très artificialisés, mécaniques. Ouais, voilà. J'ai une planche aussi. Voilà, petit à petit, on va arriver sur des portraits en pleine page qui sont beaucoup plus humains, eux, par contre. Et avec une évolution dans les couleurs aussi. Ici, on n'est plus du tout dans les jaunes sableux, justement. Donc, on montre pas du tout la même chose. Et le dessin, qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas, porte l'œuvre. Il est soigné et il est adapté à l'évolution des personnages et à l'évolution qu'il y a au cours de l'œuvre. Donc voilà, c'est passionnant. Moi j'ai trouvé ça fantastique, même graphiquement. Ça prend au corps. En plus, l'errance de Silicium est l'occasion pour l'auteur d'explorer un petit peu sa fantaisie, puisqu'on va voir plein de villes différentes, plein de paysages différents, des villages, plein de choses différentes. Du coup, il va pouvoir s'éclater en termes de couleurs, en termes de personnes, en termes de diversité. Ouais. Et on voit toute sa maîtrise graphique au travers de l'œuvre, c'est sublime. Au niveau du public, tu dirais, pour se dire à peu près, c'est à qui on pourrait conseiller ça? Bon, nous, entre nous, oui, c'est au niveau de l'âge, au niveau... Alors au niveau de l'âge, bon évidemment un young adulte peut commencer à le lire. Honnêtement, il faut vraiment qu'il s'intéresse quand même à des thématiques un petit peu recherchées s'il veut comprendre toute l'œuvre. Après c'est un roman graphique qui a été écrit pour les adultes, très clairement. Ouais. C'est sa volonté. De toute façon, c'est un auteur qui n'écrit que pour adultes, initialement, Bablé. Donc, c'est à vocation d'être lu par les adultes. Évidemment, les jeunes peuvent plus ou moins le lire en fonction, à partir, je pense, de 12-14 ans, en fonction de la maturité de chacun et de son intérêt pour ces thématiques-là. Il sera capable d'approcher l'œuvre. Ça peut, justement, pour les fin de collège, on va dire, peut-être fin de collège, commencer à réfléchir. Et l'avantage, c'est qu'un roman graphique, ça reste quand même assez proche, tu vois, pour ceux qui lisent des BD, des mangas ou autres, tu vois, ça reste des dessins. Après, le texte, on prend le temps de le comprendre. Tu sais, quand tu disais qu'il y avait tu sais, que ça faisait des ellipses et autres, l'avantage du bouquin, du papier, c'est que tu peux revenir en arrière facilement. Et même un film, même si tu l'as chez toi, c'est casse-couille de changer d'épisode, de revenir à un autre, de revenir en arrière. Enfin, je veux dire, un livre, tu peux plus facilement te poser et comprendre que, par exemple, un équivalent, un reportage ou autre, peut-être un peu plus barbare pour essayer de comprendre des thématiques un peu plus lourdes. Là, pour des plus jeunes, enfin pour des jeunes, c'est peut-être un moyen assez cool, le roman graphique, je pense. Ouais, je pense aussi. C'est une bonne approche, et surtout ce type de roman graphique du coup qui font très BD, si je puis dire, qui sont pas trop bizarres dans leur mise en forme. Du coup, elles sont facilement accessibles. Le rythme du récit est très très bien géré, avec même des passages un peu comiques. Voilà, beaucoup de passages émotionnels. Donc, en fait, le côté
imaginaire, récit et autres, rend l'œuvre digeste, je pense, à quasiment tous les publics. On n'est pas du tout sur des romans graphiques, je vous en présenterai peut-être quelques-uns, qui sont très très obscurs et qui vont plaire à beaucoup moins de gens. Là, effectivement, c'est une bonne porte d'entrée. Et c'est très bien que tu aies évoqué ça, parce que j'allais le dire juste derrière, tu fais le pont de manière directe. Ça pourrait même être utilisé en cours de philosophie, puisqu'il va profiter notamment du fait que l'œuvre ne soit pas centrée sur les humains, mais sur les robots. Et c'est très très rare dans ce type d'œuvre que ça soit pas anthropocentrique, par exemple Blade Runner ou Ghost in the Shell sont finalement très anthropocentriques sur certains points. Et bien ici, ça va lui permettre d'aborder de nombreuses questions philosophiques, qui va voir, parce qu'en fait, les robots vont réfléchir et discuter entre eux dans des longues scènes de dialogue de pourquoi l'humain réagit de telle façon, pourquoi un humain a fait un choix et un autre a fait un autre choix. Et en fait, cette réflexion des robots va permettre à l'auteur d'aborder énormément de questions philosophiques. Donc ça pourrait même être une œuvre qui est tout à fait utilisée en cours de philo pour faire une introduction à certains concepts, support, ouais. ou voilà, un support très efficace. En tout cas, combien d'ailleurs Alors je n'ai plus du tout le chiffre en tête. Généralement les romans graphiques on est dans la trentaine. Je suis allé voir. En e-book c'est 17 balles à la Ouais, Fnac. en relié c'est plus que ça, on doit être dans la trentaine je pense. 35. En relié 22,90 € sur Amazon. Vu le pavé, je m'attendais à plus. Ouais, non, 22,90 €. c'est jamais très très cher les romans graphiques, au contraire. Et d'ailleurs, petite parenthèse, mais c'est un peu décevant pour les auteurs. Ils fournissent un travail de dingue. Alors, les maisons d'édition comme Label 619, ça va, mais il y en a d'autres qui vampirisent le boulot des auteurs. Alors qu'il y a un travail monstrueux, c'est 4 ans de sa vie, le mec. Et il fait tout de bout en bout. Mais payez-le un peu, ce pauvre type. Il mérite, franchement. Quand c'est un truc un peu plus espacé comme ça, et même pour les gens qui achètent, c'est toujours te dire, on a cette réflexion sur la bouffe, de dire je vais mettre un peu plus cher mais ça va être un peu de qualité. Faut avoir cet esprit là aussi pour tout ce qui est œuvre, pour tout ce qui est média, pour tout ce qui est divertissement ou autre quoi. Faut grossir cette réflexion là. Exactement. Alors je voulais juste terminer avant qu'on passe à 2-3 news. Lozero, si tu peux nous mettre l'image 6. J'ai vu, j'ai un peu avancé, je me suis dit oula, ça c'est pas la même chose. Non, celui juste d'avant du coup. Ah. Juste avant de passer aux news. Voilà, celle la 06 du coup. Qui est un peu, voilà, celle-ci. Qui est un peu prise avec mon téléphone, donc voilà. Mais je voulais vous montrer cette page-là. Très intéressante parce que du coup, en fait, vient d'être abordée la page d'avant. Je vous la contextualise très rapidement, mais vous verrez pourquoi, ça illustre très bien l'œuvre. C'est dans les premières pages, je vous spoil rien. Vient d'être abordé le fait que les IA ne pourront pas vivre plus de 15 ans. Évidemment, les scientifiques sont contre, l'équipe commerciale leur impose, puisqu'il faut faire tourner les IA. Il faut pouvoir renouveler le stock, etc. Il faut en vendre, quoi. Et les IA l'ont entendu, parce qu'elles ont piraté tout le réseau. Et en fait, ce qui est très très intéressant, c'est que l'IA demande pourquoi dans la deuxième case. Dans la troisième case, la professeure commence à répondre pourquoi elles ne peuvent vivre que 15 ans. Et en fait, l'IA va tout de suite lui répondre non, ça on a compris. Ce qu'on demande, c'est pourquoi on existe. Et voilà, je pense que c'est une très bonne présentation de l'œuvre. D'accord. C'est la planche qui doit le mieux le représenter dans les premières pages. Je précise pour ceux qui peut-être auront eu le goût de l'acheter ou de le conseiller à quelqu'un qui l'achètera, si des fois c'est votre cas ou une de vos connaissances qui se le procure, n'hésitez pas. Alors je dis ça pour les différents romans, mangas ou autres que Dals nous présentera au fil de l'année. Si vous faire des fois des petits retours, soit dans des commentaires. On rappelle que ce sera podcasté YouTube, Spotify, Deezer en commentaire. Tout sera découpé évidemment pour que vous n'ayez pas à podcaster l'émission en entier, à nous mettre en commentaire si vous l'avez lu, si vous l'avez conseillé à quelqu'un, qu'est-ce qu'il en a pensé. N'hésitez pas, voilà, à chaque fois. Si vous avez aimé ou pas, c'est pas parce que Dals aime quelque chose, vous pouvez ne pas aimer, ne pas adhérer à un style. Vous l'avez acheté, vous avez été déçu. Voilà, tout existe et encore heureux. N'hésitez pas, en bien ou en mal, si vous avez des trucs constructifs. N'hésitez pas, ou même des trucs à conseiller, parce que tiens, j'ai lu ça, c'est cool, ça peut aider Dals, nous-mêmes et d'autres personnes qui iront les commentaires sur le YouTube, le YOLO Show ou les commentaires sur les différentes applis de podcast. Vous n'hésitez en tout cas, pas. Merci pour la découverte, Dals, et donc et tu as quelques des news. Ouais. Ah oui, quelques news très rapides, voilà, mais vous montrer un petit peu l'actualité dans le secteur. Alors, si tu peux passer du coup sur l'image de Goldorak, puisque tu nous l'as teasé, évidemment, peut-être qu'il y en a certains d'entre vous qui sont des grands fans de la licence, comme moi. Moi. Bien sûr, je pense que notre génération a été très impactée par Goldorak. Grandizer. Évidemment, donc l'œuvre célèbre de Go Nagai, si je puis dire, et en fait, vient de sortir, et je pouvais quand même pas passer à côté, la suite de Goldorak. Donc, je sais pas si vous vous rappelez,
40 ans en arrière, le dernier épisode était diffusé, et maintenant sort une œuvre qui est la suite de l'histoire, directement derrière le dernier épisode de Goldorak. Et c'est une œuvre écrite par des Français, un regroupement de Français, c'est 10 mains au total, 5 auteurs qui se sont mis dessus. Un très très gros regroupement, hein, donc vous avez des gens assez connus, hein, Brice Cossu, Xavier Dorisson, bien sûr, Alexis Santenac, enfin des très grands noms, vous les avez d'ailleurs d'afficher Guillaume aussi, de la BD. Et du coup, ils ont fait ça avec l'accord de Gonagai, et même avec le soutien de Gonagai, puisque l'œuvre a été énormément appréciée en France, et donc il était content que ce soit des Français qui le reprennent. Voilà, et qui ressuscitent son œuvre. Et je n'ai pas encore eu l'occasion de mettre la main dessus, évidemment je vous en reparlerai, c'est sûr et certain, mais tout le monde en fait une éloge incroyable. D'accord. Donc, bah voilà. écoute, il me semble que j'avais entendu que ça allait se faire, mais j'avais complètement oublié. Du coup, voilà, je te remercie de me rappeler. C'est sorti ou ça sort à Noël ou comment Eh bien c'est sorti là. D'accord. Eh ben vas-y, Lo, fonce. L'eau, tu peux foncer. Je te le prêterai, Dals. Et c'est 24,90. On apparemment. échangera. 24,90. D'accord. Exactement. Merci Tachivana, le roi des prix. Et tu as autre chose Oui, tout à fait. La deuxième petite news, du coup, si tu peux passer, du coup, la sortie de One Punch Man, tome 23. Juste l'occasion de vous rappeler que c'est un petit peu la série parodique shonen à absolument lire, voilà. Donc, écrit par One, vous pouvez la trouver gratuitement en ligne, bien sûr, si vous voulez avoir les graphismes de One, donc dégueulasse. Et sinon, vous pouvez retrouver la version reliée, et du coup, avec les graphismes de Murata. Voilà, on est au tome 23, on arrive bientôt à la conclusion de la saga. C'est une œuvre incontournable. Si vous voulez vous taper des barres de rire, elle est incontournable. Et si vous connaissez les shonen, c'est encore mieux. Oh là là. Voilà. Et la pure parodie, c'est excellent. Et par rapport à la version animée, c'est exactement... Alors, la version animée est arrivée un petit peu après ça, du coup. C'est exactement la même trame. Il y a beaucoup plus de choses dans l'œuvre écrite que dans la version animée, qui est très très coupée. Mais c'est vraiment... voilà. Moi, j'ai préféré la version papier, honnêtement, mais l'animé est une bonne réussite. Voilà, la version animée est très très bonne. C'est une excellente adaptation. Ok. Et dernière petite news qui est sortie, alors là c'est pas une sortie très très récente, c'est la date de la rentrée, c'est pas non plus très vieux, c'est Tananarive. Alors je change complètement de style, hein. Voilà, je vous ai fait un peu tout, du Goldorak, du manga, et là on va repasser dans la BD traditionnelle franco-belge. Et sur un style complètement différent, on est sur un road trip émouvant, du coup, de personnes âgées qui vont parcourir globalement les routes à la recherche d'un éventuel héritier. C'est joli, c'est touchant, c'est plein d'émotions. Je vous recommande la petite lecture. C'est une œuvre pas très très chère, je sais plus combien elle est vendue. C'est vraiment une belle découverte pour la rentrée. Voilà. Alors faut aimer, c'est plus du roman de vie, c'est plus du road trip. On n'est pas du tout dans l'action, on n'est pas du tout dans le clinquant. Mais c'est très touchant, c'est plein de bonnes émotions, c'est top. C'est 120 pages. C'est français aussi, je vois. C'est français. 120 pages quand même. 19,50 nous dit Tachi, hein, le roi des prix, on va l'appeler comme ça. Voilà. Mais ouais, il y a de quoi faire, il y a un peu de tout style, et ce sera comme ça à chaque fois, les amis. Vous aurez un peu pour tout, hein, du moment que vous aimez lire, vous en aurez pour votre grade. On va dire ça. Pour tous les goûts. On va dire ça comme ça.